Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Bonjour Cécile. Bonjour Florence. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Je pense que tu vas faire beaucoup d'heureux et d'heureuses avec ta reconversion. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Alors oui, donc je suis Cécile, j'ai presque 48 ans. J'habite en Ardèche du Sud, pas très loin de Montélimar. J'ai 2 enfants qui sont grands, 17 et 19 ans. Et j'ai été prof pendant 26 ans. Et maintenant, je suis sophrologue. Le métier qui fait rêver tant de gens, mais que j'ai eu tant de mal à trouver. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent le faire que de gens qui le font vraiment, j'ai l'impression. Pour plein de raisons, on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais avant d'être sophrologue, qu'est-ce qui t'a amenée à être enseignante ? Alors, j'ai toujours voulu être enseignante. En fait, je suis issue d'une famille d'enseignants, que ce soit oncles, tantes, grands-parents, parents, mes cousins aussi sont enseignants. Alors, ça va de professeurs des écoles à prof à la fac, prof en prépa, lycée, enfin voilà. Donc, tout le monde pratiquement était enseignant dans ma famille et j'ai toujours eu envie de faire ça puisque quand j'étais petite, en fait, je faisais la maîtresse avec mon frère qui était plus petit que moi, ma cousine et je ne sais pas à partir de quand, mais peut-être quand j'ai commencé à savoir lire, écrire, enfin voilà, lui montrer des choses à mon frère et puis après, plus grande, quand je commençais à apprendre l'anglais, ou que j'étais au collège avant lui et avant ma cousine. Donc c'est vraiment je pense, une vocation pour ma part. J'ai toujours aimé transmettre et c'était une évidence pour moi d'être prof. Quand tu as été enseignante, donc pendant 26 belles années, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu, d'autres qui t'ont déplu ? Comment tu as vécu ces années-là, sachant que toutes les années ne sont pas équivalentes forcément ? Donc j'ai commencé assez jeune parce que j'ai eu mon concours tout de suite. J'ai fait une année à l'UFM pour le préparer, et puis après je l'ai eu, assez bien placée d'ailleurs. Et je me suis retrouvée comme étant aussi un peu la plus jeune de la promo dans le poste qui n'était pas forcément convoité. Je me suis retrouvée en classe unique. Et donc, j'étais directrice, en plus être dans un multiniveau. Et j'ai trouvé que c'était pas facile. Il y avait une grande charge de travail. Mais bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai relevé le défi complètement. Mais tout ce que j'avais appris à l'UFM, en fait, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que je pouvais tout mettre de côté et que c'était pas du tout la réalité et qu'on nous avait pas du tout formés non plus sur le multiniveau. Je sais même pas si j'avais vu en stage un double niveau, mais le multiniveau comme ça, non, c'est sûr. Et puis le fait de pouvoir être directeur, chargé d'école, c'était pas directeur, mais chargé d'école. Mais bon, c'était pareil. J'étais toute seule, évidemment, mais donc l'entrée dans le métier a été compliquée. Et après, en fait, j'étais dans 3 départements. Donc là, c'était la Saône-et-Loire. Après, je suis allée dans le Rhône. J'ai demandé ma mutation. J'ai été remplaçante. Et puis après, je me suis retrouvée dans des écoles où j'ai eu du CM1, après CE1, CE2. Et je suis restée sur ces niveaux-là. Et après, j'ai fini ma carrière en Ardèche, CE1, CE2 ou CE1, mais plutôt du double niveau. T'as fait 17 années dans ce même établissement. Exactement. Je suis arrivée par hasard un peu, enfin, même si j'avais demandé le poste au premier mouvement, mais sans vraiment connaître le département et les villages. Et j'ai eu ce village. Je cherchais à avoir une école qui était
pas trop petite. Donc là, c'était 4 classes. Et je suis tombée sur cette école-là et j'ai eu une grande chance d'être dans cette école-là, de ce village. C'est pour ça que j'y suis restée et je m'y suis installée d'ailleurs. Ouais, t'as dû voir passer les frères, sœurs, cousins, cousines, toute la famille. Ouais, exactement. Ouais, oui, et ça, c'est assez chouette. Non, j'ai bien aimé être dans cette même école, en fait. Est-ce qu'il y a un événement ou une accumulation de petites choses qui un jour t'a fait tilt et tu t'es dit j'irai peut-être voir ailleurs? Alors, en fait, je crois que ça a un peu démarré dès le départ. Quand j'ai vu la différence entre ce qu'on nous avait appris à l'UFM, qui était quand même très théorique et peu pratique au final, et la réalité de la classe. Bon, certes, c'était un peu le baptême du feu, hein, pour moi, d'arriver en classe unique, mais j'y suis restée 2 ans du coup. Mais oui, c'était ce décalage. Et moi, globalement, ce qui m'a pesé au fur et à mesure, c'est le manque de reconnaissance, que ce soit de l'institution, de la société aussi, hein. Je trouve qu'on est souvent vus un peu comme des personnes peut-être souvent en vacances, Ouais. qui ont peu d'heures. Enfin, voilà, on connaît un peu tout ça. Donc ça, c'est lourd, je trouve, de l'entendre assez régulièrement, même si j'essaie d'y faire abstraction. Et puis aussi, toujours une charge de travail supplémentaire. Des enfants avec des problématiques qui étaient de plus en plus mises en avant, enfin, parce qu'ils sont de plus en plus détectés, donc ça c'est une bonne chose, mais avec derrière peu de moyens pour arriver à les aider. Et puis, ça va un peu ensemble, hein, je trouve que l'école manque de sens, puisque ça devrait être un ascenseur social et en fait, ça l'est très peu, quoi. Donc, moi, j'ai toujours eu l'impression, enfin, j'ai progressivement eu l'impression de servir peu, enfin, de pas être, toutes mes ambitions d'aider, d'accompagner, eh bien, se sont progressivement, évanouies. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus, pesé parce que, ben, comme je te disais, hein, quand même les conditions étaient plutôt bonnes, mes collègues étaient adorables, on est resté une équipe fixe pendant assez longtemps et puis les collègues après qui sont venus, était aussi super. Enfin, j'ai jamais eu de problème, même dans toute ma carrière, avec des collègues. Parce que parfois, on peut lire même dans les grandes écoles où on était, parce que j'étais dans une école, à un moment donné à Lyon, on était 13 classes, je crois, avec un directeur déchargé à plein temps. Ben, je m'entendais avec tout le monde. Enfin, donc, j'ai jamais eu ce problème, en tout cas avec les collègues, mais plus aussi un peu le manque de soutien de la hiérarchie. C'est vraiment cette reconnaissance, moi, qui me manquait. Et j'ai toujours été très créative dans ce que je faisais. J'ai toujours été très investie à essayer de faire des choses nouvelles, à essayer d'affiner dans ma pratique, proposer comme des petits jeux en maths sur des petits ateliers. Enfin bon, tout ça, en fait, m'aidait à me relancer. Parce que j'avais vraiment des moments où je me disais, je vais arrêter, c'est plus possible. Et puis, je cherchais un projet qui me permettait de rebondir, que ce soit en maths, que ce soit en art plastique, parce que j'aime bien ça, histoire de l'art. C'était des petits projets, non, mais de toute façon, on ne peut pas changer chaque année tout ce qu'il y a. C'est tellement énorme le contenu. Donc ça m'aidait à rebondir et à repartir sur plusieurs années. Et puis, il y a eu un moment, je crois, c'était peut-être il y a 10 ans, où je donnais, enfin, j'essayais d'expliquer aux familles ce qu'ils pouvaient mettre en place pour que ce soit plus facile, parce qu'en fait, quelque part, c'est pas les enseignants qui font tout, c'est aussi une équipe. Et puis moi, étant en CE1, en CE2, en CE1, des enfants ne savent pas vraiment bien lire. Bon, donc je mettais beaucoup d'énergie pour qu'ils arrivent à récupérer la lecture pour qu'ensuite ils acquièrent un maximum de bases en français, parce que le CE1, c'est quand même beaucoup ça. Le CE2, c'est un peu plus facile avec quand même une redite du CE1. Mais le CE1, c'est quand même, je trouve, une classe lourde dans les apprentissages, avec des enfants qui savent pas très bien lire parfois. Et puis, ben, c'est ça, la mise en place de l'orthographe, de la conjugaison, de la grammaire. Et parfois, bah, je me sentais seule parce que ben, les parents, après, c'est pas du tout pour leur jeter la
pierre, hein, chacun a sa réalité, chacun a ses difficultés aussi. Et donc, je me suis dit, si j'arrive pas à apporter une aide vraiment au niveau des familles ou au niveau de l'enfant par rapport aux apprentissages, je vais les aider dans leur bien-être. Enfin, en classe, je vais essayer de leur apporter des outils pour que, plus grands, ils aient une connaissance d'eux-mêmes qui vont les aider, et même dans leur scolarité aussi, hein. Et je vais pouvoir les toucher au niveau de la classe. Et il n'y a pas besoin que ce soit qu'ils s'entraînent à la maison quelque part. Voilà. Ce que je vais leur expliquer, c'est ils vont l'entendre ou pas, mais en tout cas, je vais avoir l'impression d'apporter quelque chose directement à l'enfant plutôt que ce soit dilué et frustrant. Donc, je me suis lancée dans des formations diverses et variées, mais elles avaient tout un but, c'était que ce que j'allais apprendre, j'allais l'utiliser dans mon quotidien de classe. Donc, j'ai commencé par une formation en brain gym, qui sont des petits mouvements que l'on peut mettre facilement en classe, notamment une routine, qui vont permettre normalement d'apaiser, de mieux se concentrer, d'être meilleur peut-être sur un temps de lecture. Enfin, voilà. Donc, je me suis lancée là-dedans et je l'ai mis en pratique dans ma classe. Et j'ai vu des améliorations au niveau du comportement des élèves. C'était une classe que je me souviens, j'ai commencé donc en septembre, j'avais appris ça en avril de l'année scolaire précédente. J'avais commencé un petit peu à le faire, mais c'était une classe qui était quand même assez calme, celle que j'avais donc, quand je l'ai fait en avril. Et en septembre, la classe était quand même plus bavarde, plus dissipée, avec souvent un rappel à l'ordre, des respects des règles. Et je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais d'essayer cette petite routine. Alors, il faut être rigoureux, en fait, pour que ça fonctionne. Donc, je la faisais régulièrement, une fois par jour. Et après, à la Toussaint, déjà, j'ai vu une amélioration. Donc, j'ai continué, j'ai intégré des petits mouvements autres que la routine, en plus de la routine, que je modifiais un petit peu aussi pour éviter que les élèves se lassent. Et j'ai continué à me former. Donc, je me suis formée à l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, donc Emotional Freedom Technique. Et l'EFT en classe, notamment, hein, parce que je me suis formée à l'EFT pour les adultes et aussi pour la classe. Donc, je faisais des petits temps pour dédramatiser, par exemple, la récitation de la poésie, la dictée de mots, où les enfants pouvaient être certains un peu stressés. Donc, je leur demandais qu'est-ce qui vous embête. Et on faisait des petits tapotements qui étaient un peu comme des petits massages, chacun sur son visage. Bon, c'est toujours assez flou quand on fait ça en groupe parce qu'on a peu de temps, donc peu de temps de retour sur s'ils ont aimé ou pas, parce que c'est quand même très rythmé, la classe. Mais en fait, je m'apercevais que ça correspondait à certains et d'autres adhéraient sur autre chose. Et en fait, je me disais qu'au final, si je touche 2 ou 3 enfants, c'est déjà bien. Et donc, j'ai continué. Je me suis formée au massage enfant sur enfant, qui était un massage qui s'appelle le massage MISP de l'association MISA France, mais c'est aussi mondial. Et c'était un enfant qui massait l'autre enfant. Donc, on apprenait une routine avec toujours le respect de est-ce que tu acceptes que je te masse? Et on apprenait la routine sur une période pour qu'ensuite, en 7 minutes, ils étaient capables de faire le massage. Donc, ils le faisaient par deux, puis on changeait le lendemain, par exemple. Alors, progressivement, je me suis dit que tout ce que je faisais en classe, peut-être qu'à un moment donné, je pourrais peut-être m'en servir pour en vivre, pour faire autre chose. Parce que ça m'a aidé à rebondir une autre fois, hein, comme les maths, l'art plastique, ces moments de détente en classe, de connaissance un peu de soi ou de relâchement. Et c'est là où j'ai souhaité me former à la sophrologie, parce que la sophrologie, c'était quelque chose qui apportait des ressources et qui était aussi quand même plus connu que l'EFT. L'EFT, je le faisais sur des copains, je m'entraînais, en fait, ça me plaisait bien, mais je me disais que de toute façon, je n'allais pas pouvoir vivre de ça. Donc, je me suis formée à la sophrologie. C'est comme ça que j'en suis arrivée ici.
qui est davantage reconnu. Parce que quand on a besoin de prendre un rendez-vous, c'est vrai qu'un sophrologue, c'est un nom qui nous vient facilement. Le FT, je pense qu'il n'y a pas autant de monde à connaître, par exemple, comme le MDR ou ce genre de choses. C'est vraiment quand tu as un problème bien ancré qui te pourrit la vie que tu finis par creuser et tomber sur ces noms-là. Alors que c'est vrai que sophrologue, souvent, on y arrive plus facilement. Mais ce que tu disais par rapport au fait de mettre ces différentes pratiques en application dans ta classe, je ne sais pas si les parents le savent, mais en tout cas, en tant qu'enseignant, on le sait, que pas mal d'élèves qui peinent lors d'évaluation, qui perdent leurs moyens en poésie, qui sont crispés pour apprendre à écrire, qui n'arrivent pas à se concentrer pour la lecture. En fait, parfois, c'est aussi du stress, le stress de pas réussir, le stress de pas réussir devant les autres, l'impression qu'on est nul. Et c'est beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que le fait d'être simplement détendu et de se sentir bien, donc pour certains, ça peut passer par ces différentes approches-là. Ça peut être pour certains quand ils sont en petits groupes qui se sentent mieux. Ça peut être parfois en relation individuelle. Enfin, ça peut être plein de choses, ou quand on enseigne à l'extérieur. Il y a plein de petites choses à mettre en place. Et le fait que tu aies testé plusieurs choses et que tu aies pu voir qu'est-ce qui fonctionne sur qui et avoir des résultats concrets, je trouve que c'est chouette, même si c'est vrai que ça demande un apport personnel. Enfin, c'est toi qui t'es formé avec ton argent pour améliorer les choses. C'est pas quelque chose qui serait donné par l'éducation nationale. Et pourtant, apprendre à se connaître, apprendre à prendre confiance en soi, apprendre à maîtriser ses émotions, c'est des choses essentielles qu'on doit apprendre idéalement quand on est petit, parce qu'après le travail est long, sinon quand on est adulte. Exactement. Et tu vois, une fois que j'ai été formée à la sophrologie, j'ai mis en place des séances de sophrologie dans ma classe et tout un travail autour de la respiration. Et de plus en plus, je pense que c'est vraiment essentiel que les enfants apprennent ça. Parce que déjà petit, moi j'en avais peut-être 2 par classe qui n'avaient plus de sensation dans le ventre de leur respiration. C'est tout l'abdominal, mais déjà dans le ventre. Donc ça veut dire que leur respiration, elle était déjà montée, plus haute, plus thoracique, donc déjà plus stressante. J'ai des enfants qui respirent par la bouche. Alors après, ils peuvent avoir des problèmes physiques, hein, enfin, au niveau du nez, donc après, ça c'est à voir et tout. Mais quand il n'y en a pas, c'est une habitude qu'ils prennent et c'est une mauvaise habitude qui peut nuire aux apprentissages, à la concentration. Vraiment, la respiration buccale, c'est compliqué ça, et c'est quelque chose à surveiller. Donc, tout ce que je mettais en place, alors après, j'étais moins dans ma classe puisque j'étais à temps partiel, mais c'est vraiment cette régularité et puis cette envie de montrer des outils différents, alors aussi pour varier, mais aussi pour que chacun puisse s'approprier un outil qui lui plaît plus. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il y a des fois des enfants où on a l'impression que quand on fait l'exercice, ils s'en moquent ou ça ne les concerne pas, ils le font quand même, hein. Moi, de toute façon, ce que je voulais, c'est qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas, peu importe, mais je ne voulais pas qu'ils embêtent les autres. Donc ça, c'était la consigne. Donc après, bon, tous faisaient l'exercice, petit mouvement à faire, et ils étaient assez respectueux parce que j'étais vraiment implacable là-dessus. Enfin, pas implacable, mais oui, intransigeante, voilà, merci. Intransigeante là-dessus, par respect pour les autres. Et en fait, après, quelques années après, j'ai des parents qui me disent: Ah, mais quand il refait, par exemple, le massage, alors que c'était un enfant, par exemple, qui faisait n'importe quoi pendant qu'on faisait le massage, ou alors, en fait, elle nous montre des petits exercices de respiration, alors que j'avais l'impression que ça ne la concernait pas. Enfin, voilà, qu'elle était... Bon, qu'elle le faisait, mais sans conviction. Et en fait, ça me faisait plaisir parce que je me disais, ben, tout compte fait, j'aurais appris des choses, même si c'était rapide. Puis on peut être surpris du temps que ça peut mettre à décanter chez certaines personnes. C'est des outils que ces enfants retrouveront peut-être quand ils auront 25 ans et les premiers gros stress de leur vie d'adulte aussi. Ça, au moins, ça leur dira quelque chose. Je pense que ça fait aussi naître une sensation et une approche qu'on peut retrouver plus tard parce que, tiens, j'ai déjà été dans une situation similaire et ça m'avait aidé, quoi. Donc même si ça reviendra peut-être pas comme ça en claquant des doigts, c'est au moins quelque chose qui a été apporté à un moment. Et je pense que les enfants sont quand même assez éponges, donc tout ce qui est lié aux émotions, etc., ils s'en souviennent
aussi davantage. Mais avant de revenir sur la partie cumul d'activités, j'aimerais bien te parler de la formation que tu as suivie pour être sophrologue, parce que je pense que ça va intéresser pas mal de monde. La seule chose que je sais, c'est que ça a duré 2 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment ça se passe? Est-ce que c'est en présentiel ou à distance? Est-ce que c'est du temps plein? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Pourquoi toi, tu as choisi celle que tu as choisie? Dis-nous tout ce que tu sais sur cette formation. Oui, alors tu as raison de parler de la formation parce qu'il y a de tout dans les formations. Et la formation en 2 ans, pour moi, c'est très important, puisqu'on peut retrouver des formations en 6 mois, comme en 2 ans. Moi, j'ai choisi, en fait, quand je me suis dit que j'allais faire une formation de sophrologie, ça va peut-être surprendre, mais j'avais jamais su ce que c'était que la sophrologie. Et en fait, c'est mon formateur de FT qui était aussi sophrologue et qui me disait, tu sais, la sophrologie, on va travailler sur la conscience, ça va donner des ressources aux gens et c'est assez complémentaire à l'EFT qui travaille plutôt sur l'inconscient. Donc, j'avais trouvé une petite formation de 2 jours où je pouvais découvrir la sophrologie dans une école à Aix-en-Provence. Donc, ça m'a permis un petit peu de voir. Donc, après, j'ai cherché autour de moi et j'ai trouvé une formation plus proche qui était à Avignon. Et c'était une petite école qui avait à l'époque 2 antennes, parce que moi, j'ai commencé en 2020, début 2020. Et donc, une antenne à Avignon et l'antenne principale à Montpellier. Donc, l'antenne à Avignon, après, a disparu. Maintenant, ils sont que à Montpellier. Enfin, cette antenne est à Montpellier. Je suis allée un petit peu par hasard, hein, on va dire, parce que j'ai personne qui m'a conseillé. Enfin, je connaissais personne d'autre. Mais c'était l'endroit, la proximité. Le fait que ce soit en 2 ans, je me disais que c'est sûrement bien. Mais je dois reconnaître que c'est un peu au hasard. Mais le hasard a bien fait les choses parce que cette école, en fait, elle était très bien, puisque c'était des petits groupes. On était 10 maximum. Donc, même moi, ma promo, je ne sais plus exactement, mais peut-être que c'était 8. Donc, il y avait une promo de première année, une promo de deuxième année. C'était sur les week-ends, un week-end par mois. Donc ça aussi, c'est vrai, c'est un paramètre. Un week-end par mois pendant 2 ans environ, hein, parce que j'ai fini en novembre de 2021. C'était une école où donc il y avait différentes formatrices, il y avait de la pratique, beaucoup de pratique. Elle donnait en fait un accompagnement type, un peu, de l'individuel, du collectif, qui permettait d'avoir une trame et ne pas se sentir démuni quand on se lance. On avait aussi un accompagnement pour se lancer sur des choses bêtes, mais par exemple, faire une facture, faire un devis, comment communiquer avec une entreprise, comment C'est communiquer. pas si bête que ça, Et hein, bien, parce que complètement. quand on se lance, on ne sait pas le faire et c'est essentiel. Quand on travaille après à son compte, que ce soit auto-entrepreneur ou libéral, on est un peu le chef de sa propre barque et ça fait partie du métier. Si on ne sait pas faire ça, c'est compliqué. Il n'y a pas juste le cœur du métier. Exactement. Et donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est que je trouvais que c'était rigoureux. On pouvait s'entraîner. On avait un entraînement aussi avec les deuxièmes années. On leur proposait des séances, par exemple une séance en collectif, en étant en co-animation. On était plusieurs pour animer la séance. Donc ça permettait de s'entraîner. Alors un enseignant a des facilités. D'ailleurs, le sophrologue, c'est un pédagogue de la conscience. Parce qu'il est habitué à parler, parce qu'il est habitué à parler en public, même si le public n'est pas le même. Donc, je pense qu'un enseignant peut avoir des facilités pour ce métier-là. Mais en tout cas, je trouve que cet accompagnement, donc après, on avait des devoirs, on avait 2, 3 techniques à répéter tout le mois. Un travail sur les fiches, sur la théorie, puisqu'on était interrogé le week-end après. On avait 2 dossiers à faire sur les 2 étés, sur des thématiques. Donc à la fois, je trouvais que c'était pas non plus trop lourd et de faire un gros mémoire. Enfin, je trouve que parce que il y a une réalité après, c'est pas facile d'en vivre. Et il y a beaucoup de sophrologues qui arrêtent d'ailleurs. Donc il y a cette réalité. Et je pense que la formation, c'est très bien. Il faut être bien formé.
En plus, il y a des spécialités où on peut justement affiner ses connaissances après. Il faut être suffisamment armé pour pouvoir démarrer sans avoir peur. Et ça a été pour moi réussi dans la formation. Et puis, on sait très bien qu'en tant qu'enseignant, apprendre, c'est la répétition. Donc, c'est pour ça que de répéter des techniques, parce qu'évidemment, on peut les lire, les techniques, mais c'est pas le but. Et le Oui, but, c'est le passage à l'action qui ouais, fait... le but, c'est de vivre la technique avec la personne. Donc, plus on s'entraîne, même si après on va modifier certains mots, on va s'approprier, plus on s'entraîne, plus on l'a en soi, et plus c'est facile après, quand on est face à la personne. Et toi, quand tu étais en formation, tu étais à temps plein encore? Alors, j'ai commencé en 2020, donc là j'étais à temps plein, mais il y a eu le Covid. Voilà. Exact. Donc moi Je l'avais presque oublié, ouais, celui-là. j'ai été la génération Covid de cette formation. Donc on s'est retrouvés à le faire en visio sur plusieurs week-ends. J'ai fait les 3 premiers mois jusqu'en mars à temps plein. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était dense quand même si c'était qu'un week-end par mois. Mais bon, il fallait quand même pratiquer tous les jours, apprendre. Et puis, le Covid, j'ai beaucoup travaillé pour ma classe, hein, pour le Covid. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Puis après, on s'est retrouvés dans les classes à faire les deux, hein, le distanciel et puis le présentiel. Donc, je crois que c'est oui, en janvier, où je me suis dit que ça serait compliqué d'arriver à faire cette formation, en plus d'être à temps plein. Alors, j'ai demandé un congé formation pour faire ma formation de sophrologie. Ça n'allait pas être accepté. Donc, j'ai demandé un congé formation pour faire du FLE. Ah, Parce que je savais que c'était tendance. J'avais déjà eu une petite qui était non francophone. J'avais fait suite à ça une formation pendant mes vacances d'été à Grenoble, au QF, une formation de 2 semaines pour avoir des billes pour un éventuel autre élève non francophone, allophone. Donc, j'avais eu ce petit bagage-là, j'avais fait ça. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas demander cette formation qui était à distance avec le CNED. Si je l'ai, tant mieux, mais voilà, ça sera plus simple pour moi pour faire ma formation. Et en fait, je l'ai eu. Du premier coup, c'était quand même pas gagné, mais je pense que le fait d'avoir fait ce stage d'été payé par mes sous, enfin propre, hein, ouais. euh, avait contribué à l'obtention de ce congé formation. Et j'ai fait le congé formation. J'ai pas trop accroché parce que c'était quand même très littéraire, j'ai trouvé. Mais je l'ai fait comme il fallait le faire. Alors, j'ai pas tout fait parce que je cherchais pas à le valider. Quand j'ai vu que c'était quand même très littéraire et que tout compte fait, je pensais pas ça le serait autant. Je n'ai pas fait le stage, le mémoire. C'était un master 1, en fait. Master 1. Ok. Oui, toi, c'était plus pour avoir du Voilà, temps aussi du pour temps la aussi. formation de sophro. Mm. Mais, euh, mais ça Même m'a. si ça reste intéressant. Voilà, c'était quand même intéressant sur certains domaines. Et j'ai fait tout ce qu'on me demandait parce que je travaillais quand même 6 heures par jour, hein, pour faire ce Ouais. master 1 de FLE. Et en même temps, je faisais ma sophro, j'avais plus de temps. Donc ça m'a aidé. Du coup, jusqu'à l'été 2021. Ouais. Après, j'ai repris. Et là, j'ai repris à 3/4. Donc, j'ai réussi à avoir un temps partiel de 3/4 pour convenance personnelle. Ok. J'ai fini ma formation, mais bon, c'était presque fini. Mais ça m'a permis de commencer à mettre en place, par le biais d'une association que j'ai montée, des cours collectifs de sophro pour enfants, pour adultes, et commencer un peu à imaginer ma nouvelle activité. Et du coup, ça t'a assez plu pour te dire, allez, je tente le mi-temps l'année d'après?
Oui, exactement. Ça m'a plu. De toute façon, le métier de sophrologue me plaisait beaucoup. Ça m'a aussi permis de voir les choses différemment, de me sentir aussi mieux en classe. Ça a été aussi comme tout ce que j'avais fait avant qui m'avait fait rebondir, bah, ça a été aussi un moment pour rebondir, mettre en place un petit peu de sophrologie avec mes élèves. Et pour l'année d'après, en janvier, ben, j'ai demandé un temps partiel pour création d'entreprise, donc un Oui. mi-temps, avec autorisation de cumul. Pour la sophrologie. Tu as formulé ta Pour demande, la ouais. Et ça sophrologie, a été accepté. exactement. Et ça a été accepté. Alors, ça a été long, hein, parce que j'ai tout demandé en janvier. J'ai eu l'autorisation du temps partiel. Donc, j'ai eu une grande chance. Donc, je l'ai su en mars-avril, je crois. Et après, le cumul, eh bien, ils avaient perdu mon dossier. Enfin, il faut que je le redemande. Et jusqu'en juin, je n'étais pas sûre de pouvoir cumuler, pratiquer, quoi. Oui, 6 mois quand même. Si j'avais pas le cumul, Bah je ne oui, pouvais pas. Donc ça restait quand même assez stressant. Et chaque année, j'ai dû redemander oui. la même chose. Et à chaque fois, du coup, tu l'as eu. Chaque fois, je l'ai eu, mais à chaque fois, en juin, eh ben, en gros, je ne Ouais. savais pas si ça allait être bon. Il fallait que j'attende. Donc, en fait, c'est assez inconfortable parce que j'ai lancé beaucoup de choses dans mon activité de sophrologie. Je suis très proactive. J'ai démarché, mais je démarche toujours énormément. Et en fait, dès janvier, je ne savais pas si j'allais pouvoir continuer. Ouais, pour se projeter, ça, c'est pas facile. C'est pas facile et puis ça coupe un peu dans Ouais. l'énergie, quoi, parce que c'était beaucoup d'énergie. Euh, le mi-temps, j'ai eu la chance d'avoir le lundi et le mardi. Donc moi, ça me permettait de me consacrer entièrement à la classe. Je faisais que ça. Après, je travaillais un petit peu sur ma classe le reste de la semaine hein, pour préparer mes Oui. cours, mais toute mon énergie était mise sur le lundi et le mardi. Et après, à partir du mercredi, eh bien, je pouvais me consacrer à mes séances, à mes cours collectifs. Sachant que quand on est à temps partiel, il y a quand même quelque chose qui revient dans les retours que je reçois, c'est que c'est pas facile de développer vraiment son activité à côté parce qu'il faut à la fois prendre des rendez-vous et s'occuper du cœur de son métier, mais à la fois comme on se lance, il faut préparer ses offres, trouver ses tarifs, choisir une plateforme, devenir visible, éventuellement se mettre sur les réseaux ou créer un site et faire du bouche à oreille et gérer la partie administrative de son entreprise. Et en fait, c'est plusieurs choses sur ton mi-temps sophro. Je pense que tu ne faisais pas que de la sophro, il y a aussi toute la casquette chef d'entreprise. Est-ce que toi, t'as trouvé ça bien au final comme rythme d'être mi-prof, mi-sophrologue à ton compte? Ou est-ce que ça t'a pesé et tu t'es dit, ah en fait, ce serait mieux de faire que l'un ou que l'autre à temps plein? Alors, j'ai trouvé ça confortable dans le sens où j'avais ma moitié de salaire. Il y avait quand même ce côté où je prenais moins de risques à me lancer entièrement tout de suite. Et heureusement que je n'ai pas fait ça d'ailleurs. Ensuite, tu as raison, j'avais l'impression d'être deux personnes, en fait. Déjà deux personnes dans le sens où quand j'arrivais le mardi, eh bien, j'étais vidée. Vidée parce que la classe m'avait demandé beaucoup d'énergie, parce que je suis rigoureuse par rapport au respect des règles en classe, parce que pour moi, c'est propice à un- un- un bon apprentissage. Donc, toute cette énergie que j'avais par rapport à mes élèves, pour qu'il y ait du calme dans ma classe, pour que chacun puisse s'écouter, puis moi, j'étais quand même souvent coupée dans ma réflexion, dans mes phrases, parce que je reprenais un tel, parce qu'il bavarde, enfin, une réalité de classe. Et ça, plus le fait de tout ce qu'on a dit avant, ce manque de sens qui était de plus en plus présent, et puis la reconnaissance que j'avais dans mon travail de sophrologue, donc qui faisait que je voyais la différence encore plus dans mon métier d'enseignante, eh bien, ça faisait que le mardi soir, j'étais extrêmement fatiguée et vidée. Et la deuxième partie de ma semaine permettait de me ressourcer et de repartir pour pouvoir revenir en classe de façon paisible le lundi. Donc ça, c'était le bon point. Par contre, en effet, donc j'avais l'impression aussi d'être deux personnes, d'être plus ce que j'étais
moi-même dans mon activité de sophrologie parce que c'était moins stressant, c'était plus calme, c'était de l'individuel ou alors du petit cours collectif, mais sans devoir faire un retour au respect des règles. En classe, mes élèves, ils étaient gentils, ils étaient adorables, hein, mais il y avait toute cette agitation, il y a le bruit de la cour, le bruit des récrés, le bruit de... Et puis c'est une grosse responsabilité aussi en tant qu'enseignant que d'avoir toujours un œil et une oreille sur tout le monde, Exactement. avec des classes parfois bien pleines. Ouais. Donc c'est pas rien quand C'est même. pas rien. Il y a une grosse charge mentale en fait en classe. Ouais. Et, et en fait, j'avais aussi beaucoup de travail dans mon travail d'auto-entrepreneur, hein, sur le reste de la semaine, mais c'était pas pareil parce que c'était plus calme en fait. Moi, je crois que cette envie de calme, sans bruit, c'était une grosse, un gros besoin chez moi. Et même si j'étais proactive et que souvent, je fais beaucoup de démarches, mais qu'il y en a très peu qui aboutissent, hein. Et je me suis très vite rendu compte que c'est bien beau d'avoir une formation, mais le plus important, c'est de développer son entreprise et d'endosser cette casquette d'entrepreneur. Et que sans ça, alors certes, il faut avoir une formation et se sentir légitime, mais sans ça, ça ne sert à rien, quoi. Ah bah, une entreprise qui n'a pas de clients ne tourne pas très bien. Exactement. Donc effectivement, toute la casquette marketing, vente, communication, etc., c'est pas en plus quelque chose qui est inné pour nous en tant qu'enseignants, parce que issu du service public, forcément. Mm. Mais même si on fait un métier passion en étant à son compte, en fait, il faut qu'on vende nos services. Donc il y a bien un moment, il faut trouver du monde à qui en parler et puis les convertir, comme qui dirait. Donc c'est vrai que c'est tout un travail et c'est aussi quelque chose auquel on peut se former. Mais on a souvent tendance à se dire, c'est pas ça qu'on veut faire. Tout comme quand on est enseignant, tout l'aspect réunion, paperasse, admin, etc., c'est pas notre métier, c'est pas ça qu'on veut faire. Et donc c'est quelque chose qu'on met de côté. Alors bon, en tant que prof, c'est des tâches qu'on nous rajoute et qu'on n'a pas choisies. En tant qu'auto-entrepreneur, c'est quelque chose que si on ne le fait pas, on ne décollera pas. Donc on sait qu'on est obligé de le faire et ça, c'est peut-être quand même un peu plus plaisant parce qu'on le fait aussi pour nous, pour que ça fonctionne, pour notre avenir et pour quelque chose qu'on aime. Exactement. Et alors moi, j'ai été assez autodidacte, hein. Je me suis formée avec des petits tutos. J'ai beaucoup développé ma page Google Business. J'en ai même deux parce que j'ai deux cabinets maintenant. J'ai essayé de me mettre d'être sur Instagram. C'est plus une vitrine pour. Je pense pas pas quoi que là, j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont trouvé par ce biais-là. Euh, un peu LinkedIn aussi. Donc j'ai essayé progressivement de développer ça, mais mon but c'était de ne pas me perdre en énergie là-dessus, d'être un petit peu partout pour me faire connaître un maximum. Donc auprès des professionnels, puisque j'ai décidé à un moment donné de me spécialiser dans le stress et les acouphènes, même si j'ai fait des formations enfants, ados, sommeil. Je suis également conseillère en cohérence cardiaque. Et je l'utilise, du coup, je l'intègre dans mes prises en charge. Je me suis spécialisée là-dedans. Donc après, j'ai communiqué auprès des spécialistes. J'en ai rencontré. Et d'ailleurs, ils m'envoient du monde. Donc, j'ai essayé de démarcher et puis je me suis rendu compte que les compétences que l'on a en tant que prof, d'autant plus je pense étant professeur des écoles, elles sont bien là et elles peuvent servir quand on se rend compte qu'on les a. Et, euh, et je suis assez créative, donc j'ai imaginé plein de choses, hein. J'ai proposé par exemple un sophrothé avec le salon de thé qui est dans mon village, des sophro-brunch, J'adore. des apéros massages, enfin, parce que je me suis formée aussi à deux massages plus pour l'entreprise, un massage du visage sans huile et un massage, le massage ama, donc sur chaise, qui ressemblait d'ailleurs beaucoup au massage que je faisais faire à mes élèves. Oui. Donc ça, je trouve ça rigolo. Mais je le propose aussi combiné en découverte, par exemple, de la sophrologie avec le massage. Bon, donc
j'ai, vraiment, j'imagine plein de choses. Et je trouve toujours des nouvelles idées. Et en fait, moi, dans ma pratique, j'essaye de ne pas m'éparpiller. Je me formerai à tout, moi, en fait. Je m'aperçois que c'est quelque chose qui me plaît. Mais je suis plus à affiner ma pratique, à être juste dans ce que je propose pour pouvoir, notamment au niveau de la respiration, notamment par exemple pour les douleurs chroniques. Je me suis formée à un protocole qui n'est pas de la sophrologie, mais qui utilise la respiration, de l'hypnose. Et je me suis formée avant pour voir, parce que je trouvais ça assez dingue que ça puisse fonctionner. Mais en fait, le corps est bien fait. Et en fait, la grosse problématique des gens, c'est le stress. Oui. Mais à cause de notre société, hein, et tout petit déjà, les enfants le ressentent. Et, et c'est ça qui va nuire. Et c'est ça qui va être à l'origine de plein de maux après derrière. Et puis j'ai élargi aussi, puisque comme j'aime toujours enseigner, et transmettre. Je suis aussi formatrice pour mon école de sophro à Oui, j'ai vu. Montpellier. C'est bien ça. Voilà. Comme ça, tu Et gardes une petite ouverture dans l'enseignement. exactement. Et j'adore en fait. J'adore retrouver ça. J'ai pas mal de groupes seniors aussi en collectif. Et alors, c'est pas de l'enseignement, hein, mais, parce qu'on pratique beaucoup, mais quand même, il y a des moments de partage et des moments où je leur explique des choses. Et, et je me dis, il n'y a pas d'âge pour prendre conscience de son corps, prendre conscience que l'on peut améliorer en faisant des petites choses, même si j'insiste à répéter, hein, parce que c'est la répétition qui va faire qu'il peut y avoir des changements beaucoup plus importants. Mais cette conscience différente, je trouve ça très chouette. Toi, tu es resté 3 années en tout à temps partiel pour création d'entreprise. Oui. Et à l'issue de ces 3 années, tu as dû choisir entre revenir ou partir définitivement. Qu'est-ce qui a poussé ton choix d'un côté ou de l'autre? Alors, plus j'avançais dans mes années à temps partiel, et plus je me disais que je pourrais jamais reprendre à temps plein, en fait. Parce que la classe me fatiguait trop, parce que j'avais mis tellement d'énergie dans cette entreprise que je ne me voyais pas tout lâcher, que je me rendais compte que j'étais une autre personne en étant sophrologue. D'être en classe me renvoyait souvent une image négative de moi, parce que à ce rappel aux règles, le fait d'être stressée, parce que c'est stressant, hein, surtout en multiniveau, de passer, il y avait une grande charge mentale, et j'ai toujours réussi à bien, enfin, oui, j'ai toujours été en réussite par rapport à ça, mais ça me coûtait. Et donc, je ne me voyais pas reprendre à temps plein. Donc, j'ai beaucoup réfléchi et au départ, je voulais demander une dispo. Et puis, c'est mon conjoint qui me dit, mais il est prof aussi également, hein, prof de maths. Il me dit, mais pourquoi tu ne demanderais pas une rupture conventionnelle? Ça te permettrait de pouvoir continuer avec un apport. Enfin, C'est ça, un filet de sécurité, ouais. exactement. Donc, ce qui m'embêtait au départ dans la rupture conventionnelle, c'était que je perdais mon concours Oui. et mon statut de cadre de fonctionnaire. Donc ça a été toute une réflexion par rapport à ça, un deuil un peu de me dire, ben, j'ai passé ce concours, euh, je l'ai reçu, je l'ai eu brillamment, et je vais tout perdre. Je pense que c'était un peu avec du recul de me dire, encore une fois, j'avais l'impression peut-être d'être reconnue quand même, j'avais eu quelque chose. Mais bon, et au final, après réflexion, je me suis dit, c'est quelque part, c'est qu'un papier. Enfin, puis, bon, puis je l'aurais quand même eu, je l'ai déjà eu. J'ai été enseignante, c'est marqué dans mon CV. C'est pas comme si je disparaissais, que ma première carrière disparaissait complètement. Donc, donc j'ai opté pour cette option-là, mais j'ai cherché à être accompagnée parce que j'avais trop de choses dans ma tête, entre l'école, mon activité, et j'avais besoin qu'on m'accompagne pour ne pas trop réfléchir à ce qu'il fallait faire, en fait.
Et toi, tu t'es tournée vers l'association Aide aux profs. Oui. Et comment est-ce qu'ils t'ont aidé dans cette démarche-là et comment ça s'est soldé? Alors déjà, ils ont accepté de m'aider parce que je pense qu'ils pensaient que j'allais pouvoir peut-être l'avoir. C'est vrai que j'avais un bon dossier quelque part, hein, puisque j'étais à mi-temps, donc avec une indemnité qui était moins importante à donner. Oui, puis tu avais testé ton entreprise sur 3 années déjà. J'avais testé, voilà, j'avais testé mon entreprise, donc ça progressait, mon chiffre d'affaires progressait. Donc Rémi Boyer m'a très bien aidée. Il m'a aidé, il m'a demandé de faire un dossier pour présenter toute ma carrière, donc assez détaillé. Euh, qui l'a aidé à rédiger une lettre que l'on a pu voir ensuite ensemble. On a corrigé quelques petites choses pour être plus juste. Il m'a aidé à établir un business plan. Alors moi, c'était business plan, mais enfin, j'avais déjà commencé, donc il y avait du recul par rapport à ça. Il m'a aidé pour l'entretien et une aide aussi psychologique dans le sens où il disait, voilà, ils ont tant de temps pour vous dire, pour vous donner une réponse. Il faut attendre, c'est comme ça. Pas être dans l'impatience parce que ça servait à rien, quoi. C'était comme ça. Donc il y avait cet accompagnement aussi psychologique. Et j'ai eu une grande chance puisque je l'ai eu et je l'ai su assez tôt. Je l'ai su mi-avril. Ah ouais, ah bah t'as su plus tôt pour ta rupture conventionnelle que pour tes Ouais, renouvellements de temps partiel. exactement, exactement. Alors je ne l'ai pas dit tout de suite parce qu'il a fallu signer, que ça soit Oui, il y a un renvoyé, délai de etc. Mais quand ça a rétractation. été vraiment effectif, je l'ai annoncé à mes collègues et ma famille, enfin, ma famille le savait, mais autour de moi. Et vraiment, je le remercie parce que ça a été une grande aide et j'ai pas eu besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Ouais, parce que dans cette situation-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on doit penser. Toi, bah, tu avais déjà la moitié de ton temps en classe, l'autre moitié de ton temps sur ton entreprise. C'est bah, tout ce côté que tu as évoqué tout à l'heure, mais partir, c'est aussi renoncer à certaines choses. C'est pas facile, émotionnellement parlant. Donc, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir avoir un support dans ces moments-là, parce que c'est une charge de travail en plus que de préparer son départ du côté administratif. Et c'est pas toujours simple, et il y a de l'attente, et on sait pas parfois par quel bout prendre les choses, comment est-ce qu'il faut faire pour faire bien, quels documents est-ce qu'il faut proposer. Enfin, c'est pas facile, donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir être accompagné par des structures bah, qui sont compétentes dans ces sujets-là, quoi. Oui, 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 je savais pas à qui il fallait envoyer. En fait, j'avais pas envie de me poser de questions. Oui. J'avais pas envie d'avoir affaire à l'administration, en fait. J'avais envie d'être paisible. Et parce que c'était, comme tu dis, j'avais déjà beaucoup de travail dans les deux et je suis contente d'avoir fait ça. Et aujourd'hui, donc, tu es sophrologue à temps plein. Comment ça se passe? De quoi sont composées tes journées? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît moins? Et puis, bah, la question que tout le monde se pose, est-ce que financièrement, tu arrives à en vivre au quotidien ou pas encore? Et est-ce que si pas encore, tu penses que ça arrivera prochainement? Alors, déjà, mes journées sont assez remplies. Donc, j'ai des séances individuelles, des cours collectifs pour des structures. Donc, ça me prend deux, j'ai 2 cours collectifs actuellement par semaine, des séances individuelles. Ça varie, mais je peux avoir une dizaine de séances individuelles par semaine. J'ai commencé depuis peu mes cours collectifs chez moi. Donc moi, j'ai 2 offres. Je propose de la sophrologie, donc dans mon cabinet à 6 personnes. Ouais. Et j'ai également du yoga sophro. Donc je m'étais formée à ça pour proposer une offre différente en collectif, pas très connue. Donc du yoga sophro en petit groupe, 4 personnes. Et là, j'ai 3 groupes. Ok. Donc j'ai doublé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais un groupe de yoga sophro, un groupe de sophro. Ok. Ah, Donc c'est là, je bien. suis à voilà, donc 4 groupes qui sont bon, pratiquement pleins. En fait, il me reste 2 places en yoga sophro. Donc je fais ça. Après, j'ai fait aussi de la formation, donc à mon école de sophro. Je suis référente pour une structure qui permet
de faire des séjours pour les aidants familiaux dans la Drôme. Donc, j'ai eu ce projet-là où j'ai animé 2 journées. Et comme en fait, je fais beaucoup de choses, je peux proposer un atelier sommeil, un atelier cohérence cardiaque, de la sophrologie, du yoga sophro sur chaise T'es maintenant. toujours aussi polyvalente que quand t'étais prof au final. Exactement. Donc, j'ai un profil intéressant puisque en une journée, ben, je peux faire des choses différentes Oui. à un même public. Donc, j'ai fait ça, donc ça m'a demandé. En fait, au mois de septembre, il y a eu beaucoup de nouvelles choses. Des nouveaux groupes, des nouvelles activités, la mise en place de ces cours collectifs chez moi, la pub, la formation à Montpellier. Enfin, donc, j'ai fait aussi un salon bien-être. Je me suis formée, j'ai fait une formation à Toulouse en sophrologie ludique. Donc, le mois de septembre, il a été très dense. J'ai apprécié de ne pas faire la rentrée. Je Ouais. n'ai pas eu de nostalgie. Ah, Non. Alors, j'aimerais quand même dire que l'été a été particulier parce que quand j'ai eu fini d'être prof, j'ai eu le mois de juillet avec un peu une phase de dépression, enfin des phases, des moments oui. en fait, où je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse le deuil de ce métier parce que je suis partie un peu. Moi, je pensais que j'allais être prof toute ma vie. Et comme j'ai toujours aimé quand même ce métier, eh bien, j'ai eu besoin de faire ce deuil. Et c'était particulier parce que je voyais un film, il y avait une salle de classe, et en fait, ça me donnait envie de pleurer. Je me disais, mais je ne serai plus jamais dans une salle de classe. Ah ouais. Et ça a été très étrange, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, le mois d'août, c'est passé. Après, j'ai ressenti le stress autour, qui commençait à venir dans les réseaux de la future rentrée. Et c'est là où je me suis rendu compte que je n'allais pas rentrer et que j'étais contente de ne pas revivre ça, Oui. même si les rentrées se passaient bien, hein, mais il y a quand même toujours une appréhension, cette nouveauté, on relance tout. Et la rentrée que j'ai faite, elle est amusante parce que donc, ma fille est rentrée dans le supérieur à Lyon et elle m'avait demandé si je pouvais l'accompagner. Et je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas? En fait, je n'ai jamais fait de rentrée de mes élèves, de mes enfants, Oui. puisque j'étais avec mes élèves. Et du coup, eh ben, je l'ai accompagnée et j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, donc j'ai eu un mois de septembre très dense. Là, le mois d'octobre est plus tranquille, mais je continue à avoir des séances, je continue à à lancer des projets pour l'année prochaine. Et ce que j'aime, c'est le calme. Ce que j'aime, c'est prendre le temps. C'est ce qui me manquait en fait. Euh, D'avoir l'impression d'être en surface en fait, de ne pas pouvoir accompagner comme j'aurais voulu aimer accompagner les élèves. Et donc ça, c'était très frustrant. Et là maintenant, quand j'ai des jeunes, quand j'ai des enfants sur des difficultés de concentration, sur de l'anxiété, ben, je prends le temps avec eux. Et ça, je trouve que c'est une chance. Et ça me manquait, en fait. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai toujours une charge mentale, mais parce que je passe d'une chose à l'autre. Mais, euh, mais ça va, c'est pas. J'ai ressenti le fait de ne plus avoir ce stress de la classe. J'ai vraiment vu la différence. Je continue à transmettre, donc l'école pour ça ne me manque pas. Après, j'ai toujours le contact des enfants. Peut-être que je pourrais dire, il me manque le contact avec mes collègues, avec qui je m'entendais bien. Ouais. Alors, je vais manger de temps en temps avec eux, hein. En fait, je vis toujours un peu quand même la classe en pensant à eux parce que je sais quels élèves j'aurais eu. La personne qui m'a remplacée était la personne qui me complétait. Donc, on continue un peu à en parler. J'ai toujours un peu un pied, en tout cas pour l'instant, dans le monde de l'école. Après, concernant salaire, j'ai évidemment pas atteint le salaire que j'avais
en étant prof, surtout que j'avais jamais gagné autant. Oui, toi, ça faisait 26 ans, donc À c'est plus 26 ans, difficile. j'étais à la hors classe, j'avais changé d'échelon, j'étais au 5e échelon. Donc, j'avais un salaire qui était devenu beaucoup plus correct, hein. Par contre, je suis arrivée à mon mi-temps, à gagner en sophro autant que mon mi-temps. Donc là-dessus, c'est chouette. En fait, ce que je regarde, c'est l'évolution de mon chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Et, et je pense que là, à la fin, oui, j'aurais augmenté par rapport à 2024. Entre 2023 et 2024, j'avais doublé. Et donc là, je ne veux pas doubler, hein, mais je serai au-delà. Et j'ai espoir que ça continue comme ça, en trouvant des nouvelles idées, en continuant à me former toujours pour affiner par rapport au stress et à l'anxiété. Je trouve que l'anxiété, c'est quelque chose qui revient N'en parle pas. et, oui, et qui n'est pas facile. Disons qu'il faudrait beaucoup de temps et des fois Oui. les gens sont un peu impatients et arrêtent la sophrologie avant. Donc j'essaye là, je vais sûrement me former à quelque chose qui me donnera d'autres billes Oui. par rapport à ça. Donc, je dirais que je ne regrette rien. Je, je suis plus calme, très contente et j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, vraiment. Ouais. Je mesure ma chance quand même, même si c'était stressant à chaque fois de te redemander, de ne jamais savoir. J'ai eu ce que je voulais à chaque fois, quoi. C'est vrai que souvent j'aime bien dire non, c'est pas de la chance, c'est du travail. Mais c'est vrai que côté éducation nationale, c'est à la fois du travail, parce qu'il faut mettre les choses en place, faire les demandes, oser, se lancer, etc. Mais il y a aussi une vraie part de chance pour le coup. Et là, on n'y Complètement. peut rien, enfin que ce soit accepté ou pas, parce qu'il n'y a pas... Enfin, il y a l'histoire de la nécessité de service, mais parfois je vois que dans des mêmes académies, pour une même demande, il peut y avoir deux réponses différentes en fonction de comment la demande est formulée, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse part de chance et que le fait de ne jamais savoir, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais pour se projeter quand on ne sait pas si on va pouvoir continuer ou pas, alors qu'on a mis des choses en place et que si on ne peut pas, il va falloir prendre telle décision qui est lourde de conséquences, mais si on peut, il faut continuer, mais on n'a pas forcément la même motivation quand on est dans le doute. Enfin, c'est vraiment quelque chose de difficile, je trouve, d'être dans l'attente. Et parfois, on n'a juste pas le choix parce que Enfin, il y a plusieurs options qui nous font être dans l'attente, malheureusement, avant d'avoir la réponse. Et parfois, on n'a pas d'autre choix que d'opter pour ces options-là et d'attendre. Donc, heureusement, on est prof, on est patient, mais ça, c'est limite quand même. C'est vrai. Et tu as raison, hein, on est patient et je pense que c'est vraiment ça. Moi, je ne vais pas dire que c'est facile de devenir sophrologue, mais je crois que c'est important de développer plusieurs choses, d'être patient, de comprendre que c'est pas parce qu'on contacte une entreprise qui vont nous dire oui, euh, que ça apprend à prendre du recul. Et puis, j'ai tellement développé de choses que je me dis que si dans quelques temps, ça stagne, j'arrive pas plus et que ça me convient pas, et ben peut-être que je ferai autre chose. Et j'ai longuement regardé les postes dans la fonction territoriale pour pouvoir avoir un détachement, même si je savais que c'était compliqué. Et souvent, je me disais que je correspondais à rien. Euh, Mais des fois, il y avait des postes qui pouvaient correspondre. Et voilà, et je me dis que pourquoi pas, si un jour je me rends compte que c'est pas. Bon, j'espère hein, pouvoir continuer là-dedans parce que c'est quelque chose qui me plaît. C'est Et tout ce que je te souhaite. oui, et j'ai plein d'idées encore. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Je pense que si on est. Alors moi, je ne vais pas dire que j'étais en souffrance, hein, parce que j'avais pas la boule au ventre, mais je sentais que j'atteignais mes limites et j'avais pas du tout envie d'être aigrie dans ce métier. Donc, quelque part, tout ce que j'ai mis en place, ça m'a permis de tenir. J'ai jamais été arrêtée. J'aurais pu l'être parce qu'il y a eu des moments où je disais à mon médecin, mais en fait, j'en peux plus. Il voulait que m'arrêter et puis je disais je sais pas
y a pas de remplaçant, il y a ma collègue. La Bon, fameuse culpabilité de l'arrêt. voilà, et exactement. Et c'est compliqué en plus, d'autant plus dans le primaire, hein, parce que les parents, bah, les collègues gardent les élèves, les enfants. Donc, j'ai toujours réussi à tenir. Je pense que la sophrologie m'a aidée à tenir, et puis tout ce que j'ai mis en place. Et ça m'a permis de développer plein de choses. Et je suis vraiment contente de changer, parce que j'ai l'impression d'avoir une autre vie. C'est pas comme si, à un moment donné, j'avais l'impression que c'est comme si je- j'oubliais tout mon travail, enfin, toute ma carrière d'enseignante, mais en fait, non. Ma carrière d'enseignante, elle est toujours là. D'ailleurs, souvent, je dis que j'ai été enseignante. Et quand je dis que j'ai été enseignante auprès de structures de l'État qui peuvent m'embaucher, enfin, pour des projets, et ben, quelque part, c'est un gage de qualité. En fait, ils savent qu'il y a des compétences derrière, que j'ai le souci du service public. Et ça, je ne sais pas combien de temps je vais le dire, que j'ai été enseignante. Et d'ailleurs, il y a des groupes, dernièrement, là, des seniors que j'avais. Quand je leur ai fait une explication autour de la cohérence cardiaque, fonctionnement du stress dans notre corps, etc. Et à la fin, ils m'ont dit, eh bien, on voit que vous avez été enseignante. Ouais. Parce que Euh, tu expliquais bien et que tu voilà, savais j'expliquais bien, t'adapter. et je leur dis, je crois que j'ai une déformation professionnelle. Je pourrais jamais ne plus l'être au fond, quoi. Au fond de moi, il y a toujours ça. Bah, d'autant que pour toi, c'était déjà une vocation, que tu as baigné dans ce milieu-là depuis toute petite et que t'es pas partie par dégoût du métier. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui t'y rattachent encore et c'est très beau en fait. Mm. Ah oui, oui, en fait, j'ai choisi cette voie sans vraiment savoir si je pouvais en vivre, savoir si ça allait complètement me convenir. Et en fait, bah, c'est le cas. Je crois qu'il faut se faire confiance. Je crois que de continuer avec ses valeurs, c'est très important. Et que de et qu'on n'a pas le droit de souffrir dans ce métier-là, parce que il n'y a pas de raison enfin voilà, un métier où on souffre, et je sais à quel point c'est difficile de partir Oui. par tous les freins de l'administration, par les refus potentiels. Oui, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de profil pour qui c'est plus simple que pour d'autres, parce que pour des personnes comme toi qui ont la passion encore du métier, ben c'est dur de quitter quelque chose qu'on aime, parce Mm. qu'il y a une petite part de... Bah de on sait ce qu'on quitte. Alors toi, en l'occurrence, tu sais ce que tu trouves derrière, mais c'est vraiment faire une croix sur quelque chose, puisque bah, le fonctionnement fait que on perd notre concours et qu'on ne peut pas revenir comme on le souhaite en fonction de notre mode de départ. Mais c'est pas forcément plus facile pour les personnes qui n'en peuvent plus du tout et sont en arrêt depuis longtemps et sont en très mauvaise santé, non plus l'énergie de rebondir. Donc finalement, l'idéal, c'est voilà, de réussir à changer avant que ce soit trop tard, tout en aimant plus trop le métier, mais un peu quand même. Enfin, Mm. tu vois, c'est essayer de trouver un espèce de point central du moment parfait, mais je pense que c'est comme tout dans la vie, il n'y a pas de meilleur moment ou de moment idéal pour s'en aller, tout comme il n'y a pas de moment parfait pour faire des enfants ou pour faire un crédit ou pour faire ci ou ça. Il n'y a jamais de moment parfait. C'est vraiment à soi d'essayer d'anticiper le mieux possible. Et je pense que pour anticiper, il faut savoir se connaître. Et pour savoir se connaître, il faut avoir fait un certain travail sur soi qu'on ne nous fait pas forcément faire automatiquement quand on est jeune. Et du coup, on connaît pas toujours bien nos limites. On sait pas toujours bien où on en est par rapport à ce qu'on est capable d'accepter ou non, quoi. Exactement. Et puis, je pense qu'il faut être déterminé, en tout cas, mettre un maximum d'énergie. Et comme tu dis, moi, j'en avais encore parce que bah, j'étais pas malade, j'étais pas déprimée. Et donc, j'avais encore toute cette énergie en moi. Je suis aussi quelqu'un qui va au bout et dans tout, quoi. Donc, tant que j'ai pas testé tout ce que je peux tester, eh bien, je ne lâche pas. Il m'aura fallu du temps, hein, parce que ce qu'on fait, c'est 10 ans.
Mais je crois que ça en vaut le coup parce que moi, ce que je dis souvent, en fait, on ne vit qu'une fois. Et c'est trop dommage de passer à côté de choses par peur. En fait, la peur est quelque chose qui nous paralyse et qui nous fait aller dans l'évitement. Et de travailler là-dessus, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je trouve que le travail sur le retour au corps, euh, que l'on fait en sophrologie, qui est très complémentaire d'ailleurs avec un psychologue, hein, qui va être plus dans le mental, eh bien, ça permet vraiment de retrouver un esprit éclairé, parce qu'on n'est plus porté par nos émotions, et c'est ce que j'essaye d'expliquer justement à la jeunesse, pas à tout le monde, Oui. hein, mais à la jeunesse d'autant plus, où ils sont quand même très anxieux. Et la semaine dernière, c'était la semaine de la santé mentale. Oui. Et j'étais allée à une conférence un après-midi et j'étais effarée de voir les chiffres concernant cette jeunesse qui est de plus en plus mal depuis quelques années, quoi. Oui, c'est vrai. Et toi, avec l'amour persistant du métier, comment compléterais-tu la phrase avant j'étais prof, aujourd'hui je suis? Alors je dirais aujourd'hui, je suis moi-même et enfin reconnue à ma juste valeur. C'est très beau. Il n'y aura Merci. pas mieux pour finir. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, que tu aimerais développer, quelque chose que tu aimerais ajouter? On a parlé beaucoup de choses, de ce début de carrière jusqu'à cette fin et Oui. cette nouvelle carrière. Oui. Et je crois il faut garder espoir, ne rien lâcher, que c'est possible et tes podcasts montrent à quel point on peut trouver des voies différentes. Et je t'ai écouté à tes débuts. euh, Avec ma petite voix timide. Ouais, non, je trouvais ça super. Je trouve les podcasts, je trouve ça génial, moi. Je rêvais de faire un podcast, enfin, d'être Mais interviewée. lance-toi! Ah non, mais déjà d'être interviewée, je rêvais de Ah, je croyais que ça. tu voulais en faire un en tant que sophrologue, parce que je me dis qu'il y a carrément moyen de faire quelque chose. Ouais, ouais. Oui, non, mais j'ai plein d'idées, hein. Moi, j'aimerais faire des programmes en ligne. Euh, et d'ailleurs, j'ai écouté, tu as eu une invitée qui propose aussi des programmes Oui, en ligne. Priscilla. Ouais. Voilà. Euh, un podcast peut-être un jour, peut-être une application. Ah ouais, ça doit être un gros travail aussi. En fait, Ouais, comme quand on est à son compte, on peut vraiment tout faire. Et quand on a un profil comme toi et moi, assez pluridisciplinaire, curieux, touche à tout, on a envie de tout tester, quoi. Et on peut, ouais, en fait. Donc, pourquoi se priver? Donc, je pense qu'il faut juste faire attention à sa santé pour pas se surcharger. ouais. Mais sinon, c'est vrai que chaque journée est une nouvelle opportunité. C'est plus une journée de travail. C'est différent, je trouve. Oui, complètement. Et puis bon, moi j'ai la chance quand même d'avoir un conjoint qui aime le code, qui aime la technologie et On il a m'a. peut-être le même conjoint. Voilà. Parce que le mien aussi. Ah bah voilà. Et du coup, tu vois, c'est lui qui a codé de A à Z mon site. C'était un peu un challenge, hein, donc j'ai pas eu cette partie-là en tout cas. Ouais. Et donc, il aimerait bien, alors, donc peut-être, tu vois, Mais ça, je pense que c'est un vrai atout. Et après, je vais m'arrêter là-dessus, sinon ce sera trop long. Mais je trouve que c'est un vrai atout d'avoir la chance d'avoir des personnes de son entourage qui nous soutiennent, pas juste de loin, mais qui sont aussi capables de mettre la main à la pâte à un moment où on en a besoin. Je sais que mon conjoint, bon, non, il m'a toujours soutenu déjà, mais il m'a aidé dans des moments où, quand j'ai lancé mon podcast, quand j'ai voulu créer mon site, quand il y a des choses face auxquelles j'étais vraiment mais perdu de chez perdu, ou que si je voulais le faire par moi-même, oui, c'était possible, mais mon site internet, j'ai tenu à le créer moi-même, ça m'a pris 1 mois, et à la fin, c'était pas fameux. Bon, à la toute fin, j'ai accepté qu'il mette un petit coup de patte, parce que vraiment, c'était moche, faut dire ce qui est, et pas très très fonctionnel, mais je suis contente d'avoir testé. Mais c'est vrai que si je lui avais demandé à lui de le faire, ça aurait pris 4 jours et c'était plié. Bon, après, j'ai mon ego aussi, mais c'est bien de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un si on en a besoin. Et il y a quelques jours, vendredi de la semaine dernière, j'ai assisté à un webinaire
avec Manon. On a fait un webinaire prof et entrepreneur. Donc Manon, c'est une partenaire que j'ai qui a une formation sur le contenu digital pour apprendre aux gens justement à développer tout l'aspect autour de l'entreprise, se faire connaître, vendre, etc. Et pendant le webinaire, il y avait son conjoint à côté et on a eu un problème de son. Il était là pour l'aider. Et maintenant, dans la formation qu'elle propose, il l'aide aussi et même au-delà de l'aider, il y a une partie qui lui est dédiée sur la création du logo, la création du site web. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir compter sur quelqu'un et d'associer tes compétences à quelqu'un que tu connais, en qui tu as confiance, qui a vu ton parcours du début à la fin. Enfin, t'es sûr que ça va répondre à ton besoin et que ça va te transmettre le bon message avec les bonnes valeurs. Enfin, c'est plus agréable, je trouve, que de déléguer certaines choses à un prestataire ou que de devoir prendre énormément de temps à se former soi-même pour tout faire tout seul. Et je sais pas, ça permet aussi de lâcher prise un peu sur les choses qu'on maîtrise moins bien et que l'autre personne maîtrise. Et c'est vraiment une chance, je trouve, d'être bien accompagné comme ça. Il faut savoir prendre les mains tendues parfois. Exactement. Non, mais c'est une grande chance, et je la mesure, cette chance. Et il y a une chose, je t'ai demandé, mais je crois que j'ai pas eu la réponse, et je suis sûre qu'on va me le demander, donc je te le redemande. Est-ce que tu te souviens du coût de ta formation de sophrologue ? Alors, je crois que c'était dans les 3500. Ça a augmenté depuis, parce que c'était il y a 5 ans. Voilà, et c'était pour les 2 années ? C'était pour les 2 années, et puis on a de plus en plus de spécialités, parce que moi je fais aussi une spécialité cohérence cardiaque et sophrologie, par exemple. L'école s'est développée. Cette année, il y avait 2 promos, des petites promos en première année sur Montpellier. Et oui, et je conseille cette école, clairement. Pour sa qualité, la qualité des formatrices. Bon, maintenant, j'y suis dedans. C'est pour ça. Mais pas beaucoup, j'y suis pas beaucoup pour l'instant, mais la qualité des formatrices, de la formation, des échanges, donc voilà. Bien, à bon entendeur. Exactement. Écoute, je pense qu'effectivement, on a fait un beau tour du avant, pendant, après. Je te donne rendez-vous dans 5 ans pour savoir ce que ça a donné. Écoute, avec plaisir. Le meilleur, j'espère. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, sur tous les pans de ta vie. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast et d'avoir livré ce témoignage que tant de personnes attendent. Tu auras peut-être des contacts de la part de mes auditeurs et auditrices qui vont vouloir te poser de plus amples questions parce que je sais que certaines personnes sont vraiment intéressées par cette reconversion. Donc voilà, ne sois pas surprise. Écoute, merci à toi pour l'invitation et avec plaisir pour leur répondre. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!